Bonjour et bienvenue au webinaire sur le désir sexuel. Aujourd'hui, en fait, on va parler de différentes choses en lien avec le désir sexuel, surtout pour les couples que ça fait un certain temps qu'ils sont ensemble. La première chose auquel je veux peut-être vous amener à réfléchir, c'est si vous êtes en train de regarder le webinaire, c'est probablement parce que justement vous avez des questionnements, une curiosité par rapport à comment maintenir ou raviver le désir sexuel dans votre couple. Vous êtes peut-être en ce moment dans un genre de creux sexuel ou relationnel où les choses vont peut-être un peu moins bien. Peut-être qu'on a encore une certaine fréquence, mais on craint peut-être que ça diminue. Peut-être qu'il y a une différence de désir entre vous et votre partenaire. Peut-être que vous en avez moins, eux, ils en ont plus, ou l'inverse. Et que dans le fond, vous cherchez peut-être une forme de solution ou du moins des réponses en fait à cette situation-là. Puis si effectivement on veut apporter des changements par rapport à notre situation, eh bien, il faut changer la manière qu'on perçoit des choses, il faut changer la manière qu'on agit par rapport à ces choses-là. Il faut prendre le temps de prendre un recul et regarder c'est quoi peut-être notre contribution par rapport à cette dynamique-là. Puis où est le pouvoir que moi j'ai en fait en lien avec la situation dans laquelle je me retrouve. Et puis, en fait, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation-là similaire à vous. Donc, si vous êtes ici, c'est probablement parce que justement, vous avez perdu une perte de désir, votre partenaire en a perdu, et puis vous demandez, est-ce que c'est normal? C'est-tu moi le problème? C'est-tu l'autre le problème? C'est-tu nous le problème? Et en fait, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a à peu près seulement 36% des gens qui sont satisfaits en réalité dans leur vie sexuelle actuellement. Suite à un sondage de plus de 14 000 personnes en ligne, on a réalisé que 66 personnes des gens considéraient que leur sexualité était soit complètement morte, très peu satisfaisante ou avaient besoin d'un bon boost de nouveauté ou de satisfaction parce que c'était en train tranquillement de diminuer. L'autre pourcentage, les 36, les heureux élus en fait, avaient une relation ou une sexualité en fait satisfaisante ou très satisfaisante, qui trouvaient ça même très érogène, très érotique. Mais comme on peut voir, ce n'est pas la majorité des gens. Donc on parle quasiment du 2 tiers des personnes qui n'ont pas en fait une sexualité satisfaisante. Autant pour les gens qui avaient moins de désir dans leur couple que ceux qui en avaient plus dans leur relation. Et donc, cette étape-là, elle est normale. Elle est même souhaitable. Et c'est vraiment la partie que je veux que vous retenez du webinaire aujourd'hui, c'est que votre situation, c'est une opportunité. Beaucoup de problèmes voient ça comme étant problématique. Beaucoup de gens se sentent isolés par rapport à ça parce que très peu de gens parlent de leurs difficultés sexuelles dans leur relation. Et comme les gens s'isolent par rapport à ces difficultés-là, parfois même n'en parlent même pas avec leur conjoint ou leur conjointe, bien, on se sent souvent brisé, honteux, humilié. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez nous, chez l'autre, dans notre relation. Et donc, comme on a l'impression d'être tout seul, bien, on se renfonce encore plus là-dedans. On se sent de moins en moins bien, puis la situation s'empire. Une des choses aussi qu'il faut comprendre de cette opportunité-là, c'est que c'est une étape qui est normale parce que pour évoluer dans notre couple, grandir, prendre en maturité dans notre relation puis notre sexualité, il faut faire face à de l'adversité. Et une des difficultés qu'on retrouve le plus souvent, ce sont des difficultés sexuelles et souvent à l'égard de la différence des désirs sexuels qui s'est amplifiée avec les années. On a souvent l'impression aussi que ce sont les femmes qui ont moins de désirs dans une relation. Et je peux vous garantir en fait que les hommes aussi peuvent en avoir. Dans ma clinique personnelle, j'ai à peu près 50-50 de femmes qui ont moins de désirs et d'hommes qui ont moins de désirs. Il faut aussi comprendre que ce n'est pas juste dans les couples hétérosexuels que ça se passe. Ça peut être aussi dans les couples lesbiennes et les couples homosexuels. J'en ai aussi qui me consultent et les statistiques démontrent aussi que cette situation-là se passe dans les relations aussi de la communauté LGBTQ. Et donc, vous allez comprendre en fait que comme c'est une étape normale, on y passe presque tous dans cette phase-là, en fait, du creux sexuel. Les gens là, qui font partie des 36% qui sont satisfaits de leur sexualité, soit que c'est souvent des gens qui n'ont pas encore passé à travers de cette phase-là, qui n'ont pas encore atteint un niveau où, effectivement, c'était devenu difficile ou problématique, ou c'est des gens qui sont déjà passés à travers, en fait, de cette phase-là et qui ont découvert une nouvelle sexualité encore plus intéressante,
plus intime et avec une plus grande maturité. Puis souvent, les gens font l'erreur de vouloir retourner à la sexualité du début de la relation. Et ça, c'est justement une erreur. On ne veut pas retourner en arrière. On veut prendre cette situation-là pour pouvoir justement évoluer et aller ailleurs, découvrir une sexualité qu'on ne connaissait pas. Et puis cette phase-là nous permet de découvrir plein de choses par rapport à nous, nos limites, nos insécurités, nos croyances, nos valeurs qui parfois ne nous aident pas nécessairement dans notre relation, nos comportements, nos traits de personnalité qui peuvent être parfois problématiques, qui ont besoin d'être travaillés. Parfois, on réalise des choses chez son ou sa partenaire qui ont besoin aussi d'être travaillées, puis qu'on va pouvoir justement aborder ces sujets-là. Puis des fois, on réalise aussi que si on changeait quelques petites affaires, bien, ça commencerait déjà un peu à améliorer la situation de notre couple. Donc, pour vous donner un peu un background de qui je suis, avant qu'on procède pour aller plus loin, moi, en fait, je suis sexologue et psychothérapeute. Je ne me suis peut-être pas présenté. Mon nom, c'est François Renaud. Je suis régulièrement dans les médias. J'ai des blogs, j'ai un programme justement sur raviver le désir sexuel. J'écris plusieurs articles sur le sujet. Je me suis spécialisé en fait en tant que sexologue et psychothérapeute à offrir de la psychothérapie pour les couples qui ont justement cette difficulté-là. C'est principalement en fait la clientèle qui me consulte. J'ai aussi des gens qui me consultent pour de l'infidélité, les gens parfois qui se questionnent sur la non-monogamie ou qui veulent passer à travers de ce questionnement-là. Et je vois aussi d'autres difficultés sexuelles, mais principalement, ma pratique se centre sur le désir sexuel et travailler avec les couples qui ont, avec les années, développé un manque de complicité par rapport à ça, des différences au niveau peut-être des préférences sexuelles. Il y a un ou les deux partenaires qui ont perdu l'intérêt pour la sexualité. Fait que c'est vraiment mon dada avec lequel je travaille, que je me suis formé, que je suis allé me former non seulement à l'université, mais à l'extérieur aussi là, de ma formation de base aux États-Unis avec David Schnarch, Esther Perel, Terry Real, qui sont toutes des grands thérapeutes qui abordent justement ces différentes difficultés-là qu'on peut retrouver. Donc, ce qu'il faut comprendre, comme je le disais tantôt, c'est une opportunité avec laquelle vous vous retrouvez en ce moment. Ce creux-là sexuel, ces difficultés-là sexuelles avec lesquelles vous vous retrouvez, c'est l'endroit où on peut, c'est comme un son de cloche. En fait, si vous voulez, c'est un son de cloche qui dit « Hey, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a peut-être des choses qu'il faut changer. » Puis là, vous avez le choix. Soit que je reste dans cette stagnation-là, puis que je continue un peu à faire les mêmes affaires, que je tolère un peu la différence de désir, les conflits d'un fois qui ressortent, parfois, souvent, de façon intensément, de façon plus silencieuse, ou je prends la situation en charge par les cornes du taureau, comme on dit, puis je décide justement que je reprends le pouvoir sur cette situation-là, puis je vais de l'avant justement pour améliorer en fait ma relation, pour améliorer ma relation à la sexualité, travailler peut-être mes lacunes, demander aussi à l'autre de travailler les leurs, mais de façon justement où on va aller chercher la collaboration de l'autre, pas juste pour rentrer et dire « t'es fautif, il faut que tu changes quelque chose, c'est toi le problème, t'en veux trop, t'en veux pas assez, etc. » C'est comment est-ce que je peux aller chercher l'autre pour qu'on travaille justement en équipe, puis qu'on sort finalement de ce creux-là. Puis ce qui est intéressant en fait de la métaphore du creux, c'est que quand on descend en fait, bien, ça crée aussi un momentum pour remonter. Donc ce momentum-là nous permet, comme je disais précédemment, d'aller plus loin, d'aller voir une sexualité plus intéressante. Vous avez aussi l'opportunité de tout laisser ça de côté, puis laisser la chose un peu se détériorer. Souvent, les gens se disent, ben c'est pas si pire que ça. Hein, on le fait, de temps en temps, je chicane, mais c'est pas si grave que ça. C'est tolérable. Puis ça, c'est une attitude qui, malheureusement, amène à rajouter, en fait, de la complexité une fois qu'on va peut-être décider de changer la situation. Et c'est rare que cette situation-là, qui est présentement stagnante, ne continue pas à se détériorer vers le bas. On cristallise des comportements qui sont néfastes, malsains, immatures, qui promuent en fait nos insécurités dans la relation, puis qui ne vont pas en fait se maintenir réellement dans la neutralité. Les gens éventuellement développent de l'amertume, du ressentiment, de la haine même envers leur partenaire. Et avant qu'on se rende peut-être à ce niveau-là, vaut mieux peut-être se prendre en main. Mais ça reste votre choix à vous. Vous avez le choix maintenant de prendre ça en main, de décider, moi je veux changer les choses, ou de rester là, puis de tranquillement décider que les choses vont se détériorer. Puis je peux quasiment vous garantir que c'est généralement ce qui se passe. Ça s'améliore généralement
pas tout seul sans un changement, une action, comme je le disais au début du webinaire. Si on veut faire un changement dans notre relation, il faut apporter ce changement-là. Puis souvent, on dit, ouais, mais c'est l'autre, il faut qu'il change. Mais quand on regarde vraiment quelle est ma contribution là-dedans, c'est là qu'on réalise qu'on a beaucoup plus de pouvoir sur ces situations-là qu'on peut se l'imaginer. Pourquoi en fait je veux vous aider par rapport à tout ça? Bien, c'est simple. C'est parce qu'il y en a des solutions. Il y a la possibilité en fait de grandir puis de s'en sortir. Puis c'est souvent une émotion qui ressort dans les couples qui viennent me voir ou les couples qui me parlent de ça, c'est qu'ils sont dans le désespoir. Ils disent souvent, on a tout essayé. On a essayé ici, on a essayé ça, mais ça ne fonctionne pas, rien qui change. J'ai essayé de faire certaines choses, mon partenaire a essayé de faire d'autres choses, mais ça n'a pas fonctionné. Je sens que moi, j'ai tenté de faire des choses, mais l'autre ne fait rien par rapport à la situation, donc si l'autre ne fait rien, il n'y a rien qui va changer. Mais est-ce que vous avez vraiment fait les bonnes situations? Est-ce que vous avez vraiment mis en application les bonnes stratégies? Je peux quasiment vous garantir que ce n'est pas le cas. Parce que quand les gens viennent me voir justement en clinique et qu'ils me disent qu'est-ce qu'ils ont fait, souvent, ils ont contribué à empirer la situation plutôt que de l'améliorer. Et donc, c'est là qu'il faut que j'aille déconstruire quelles sont les stratégies qui n'ont peut-être pas été bénéfiques, ce qui sont généralement les stratégies que les gens vont mettre de l'avant. Puis ces stratégies-là, à la base, ne sont pas nécessairement mauvaises. Ils ont une certaine logique. Mais des fois, il y a une complexité par rapport à la dynamique au niveau des différences de désir ou quand il y a une baisse de désir chez les deux partenaires qu'on ne prend pas en considération. Puis c'est là ici que moi, je peux venir vous aider pour ouvrir des opportunités, ouvrir en fait les possibilités qui s'offrent à vous pour justement améliorer la situation. Donc, je vais vous donner 3 exemples typiques qu'on va retrouver. Souvent, les gens qui ont une différence de désir, à place de tenter peut-être de susciter le désir chez soi et chez l'autre, ils vont souvent avoir tendance à gager le désir de un et de l'autre. C'est ce qu'on appelle le mind mapping. Puis ça, on va en parler justement dans le programme, mais je vais vous donner un peu un exemple de comment ça peut se passer. Vous êtes dans le lit, couché, en train de lire. Le partenaire qui a plus de désir aimerait avoir un rapport sexuel cette soirée-là. Le partenaire qui a moins de désir habituellement n'a pas vraiment le goût. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se check, on se gauge, on se mind map. Donc, tu as le partenaire qui a du désir. Dépose un peu son livre, regarde l'autre. Se demande, est-ce que l'autre est ouvert à ça? Est-ce que c'est une soirée auquel je pourrais peut-être faire un pas? L'autre partenaire qui a moins de désir commence à sentir qu'on est en train d'évaluer la situation. Se questionne, ah, ça ne me tente pas. Encore une fois, ah, je me sens coupable. Je dis tout le temps non, mais ça ne me tente pas de dire non encore. Il va peut-être faire une crise, elle va peut-être pas être contente, elle va peut-être encore se sentir blessée puis pas désirable, puis là, on va en parler pendant une demi-heure. Ah, comment je peux éviter la situation? L'autre personne se dit, OK, c'est un bon moment, je vais faire le pas. Puis là, la main commence à approcher l'autre, puis avant que l'autre puisse approcher puis mettre sa main, ah, je dépose mon livre, hey chérie, je suis tellement fatiguée, là, je pense que je vais aller me coucher. Puis là, on se retourne de bord. Ça, c'est une situation assez typique qu'on va voir. On le voit aussi quand, par exemple, on revient du travail, puis je tente de voir l'autre qui est arrivé avant moi, est-ce que peut-être je peux faire un pas? Je commence à embrasser l'autre sur la joue ou sur les lèvres. Je gauge, je mind map. Quelles sont les sensations que j'ai par rapport au baiser qu'on est en train de me donner? C'est-tu un bec sec qui m'indique je ne peux pas aller plus loin? C'est un bec un peu plus avec de lèvres, un peu sensuel, je sens que j'ai peut-être une opportunité. Ou au contraire, je sens que l'autre, en fait, bouge même pas, est peu réceptif à mon approche, puis c'est clair, plus que certain que ça ne se passera pas. Et c'est là qu'on voit, en fait, qu'il y a toutes sortes de dynamiques qui se passent dans le silence, qui sont communiquées de façon non verbale à travers notre langage corporel. Est-ce que je suis impliqué ou pas dans les approches de mon partenaire? Est-ce que je tente, en fait, de susciter le désir ou au contraire, je suis juste en train de cogner puis voir s'il y a une disponibilité? Puis ça, c'est le genre de situation qu'on veut peut-être éviter, qu'on veut arrêter en fait. Des fois, on commence à rentrer dans la relation sexuelle puis on se dit, OK, ben je vais faire un effort, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, peut-être que mon désir va arriver avec le temps. Puis là, on avance, on y va, puis ah, le désir ne monte pas, mais là, je me suis déjà engagé. Je n'ai pas le choix de continuer.
Puis là, ce genre d'attitude-là, c'est un peu la même chose chez l'autre. Bien là, on a commencé, peut-être qu'à un moment donné, ça va monter. Je vois qu'elle ou lui n'est pas vraiment dedans, mais peut-être qu'à un moment donné, ça va arriver. Puis là, on continue à avoir cette sexualité-là un peu malaisante, mécanique, sans passion, sans intention particulièrement agréable. On se touche les organes génitaux, on se tripote un peu ici puis là. On est peut-être capable d'avoir une réaction physiologique d'excitation, de lubrification, d'érection, mais de peine et de misère. C'est comme un peu, on s'emboîte pas, ça fonctionne pas. On se grouille peut-être à aller vers les organes génitaux, mais il manque peut-être un peu de sensualité. On ne s'est pas vraiment séduit puis créé de la tension avant. Puis là, c'est comme weird, c'est awkward, c'est pas le fun, mais on passe à travers, tu sais. Une autre situation qu'on peut retrouver, c'est la personne qui dit hey, moi, je ne veux plus me retrouver là-dedans. Fait que tous les signaux de la personne qui a moins de désir est constamment en train d'envoyer ça ne me tente pas, essaye-toi pas. Et donc, même quand peut-être j'ai un petit désir en tant que partenaire qui a moins de désir sexuel, bien, je ne vais pas le faire parce que si je n'ai pas vraiment le goût d'aller jusqu'au bout, bien, je ne ferai rien. Je ne vais même pas embrasser mon partenaire ou ma partenaire. Je ne vais pas montrer quelconque signe d'affection parce que je ne veux pas que l'autre l'interprète mal. Mais j'aimerais ça peut-être qu'on ait un moment de rapprochement, d'affection, peut-être même de sexualité. Mais je ne veux pas m'engager si je ne suis pas capable d'aller jusqu'au bout. Je vais peut-être ouvrir la porte 1, 2, mais si je ne me sens pas prêt ou prête d'aller jusqu'à 10, bien, ça ne vaut juste pas du tout la peine d'ouvrir 1 et 2. Et donc là, on commence à limiter dans plein d'endroits la sexualité, puis l'affection même qu'on voudrait avoir en tant que partenaire qui en veut plus ou en tant que partenaire qui en veut moins, mais on n'ose plus. Parce que ça crée peut-être des malaises, ça crée des conflits, ou peut-être des fois c'est le partenaire qui a plus de désir, qui veut juste aller vers l'autre, donner un signe d'affection, mais sans que l'autre interprète ça comme étant sexuel. Donc, on met une fin immédiatement. Ah, pas encore, là. On l'a fait hier. Oui, mais chérie, je voulais juste donner de l'affection. Ah non, toi, là, tu dis que tu veux de l'affection, mais il y a toujours de la sexualité en arrière de ça. Puis là, ah, on part un conflit. Et donc, on commence à se distancer de plus en plus. On a arrêté, en fait, de se séduire puis de créer un désir. On a commencé, en fait, à gager le désir de un et de l'autre. Souvent, la personne qui a moins de désir, elle pense régulièrement à la sexualité, mais elle ne pense pas à comment est-ce que je peux rentrer dedans puis prendre plaisir à ça. C'est comment est-ce que, en tant que ninja, je suis capable d'éviter tous les avances de mon partenaire puis de lui indiquer sans que je lui dise vraiment clairement, mais qu'il va quand même le comprendre anyways. Est-ce que vous reconnaissez un peu dans votre dynamique? Parce que moi, c'est souvent le genre de choses que j'entends régulièrement dans mes conférences, dans ma thérapie et avec mes collègues quand ils me parlent de leur cas aussi. Donc, je parle depuis tantôt, en fait, du partenaire qui a plus de désir puis du partenaire qui a moins de désir. C'est vraiment important, en fait, cette terminologie-là, parce que quand on parle d'un partenaire qui en a plus puis l'autre qui en a moins, il n'y a pas nécessairement un élément péjoratif envers un ou l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui en a moins puis l'autre qui en a plus. C'est pas la personne qui en a moins qui est problématique, puis c'est pas la personne qui en a plus qui est problématique non plus. La personne qui en a plus, elle n'en a pas trop. C'est pas un ou une pervers, un info, ou peu importe le terme négatif qu'on veut rajouter à cette personne-là. Puis la partenaire ou le partenaire qui en a moins n'est pas frigide ou mal à l'aise avec la sexualité ou que c'est nécessairement problématique. C'est juste qu'avec le temps, dans une relation, on réalise qu'il y a une personne qui en veut plus, puis l'autre qui en veut moins. Puis ça, cette différence-là, elle est inévitable. Vous allez toujours avoir un partenaire dans une relation qui veut plus quelque chose, puis l'autre qui veut moins. Puis c'est pas juste par rapport à la sexualité. Il y en a qui veulent plus faire de ménage, puis l'autre qui veulent moins en faire de ménage. Il y en a qui veulent plus d'affection, puis l'autre qui veut moins d'affection. Il y a certaines personnes qui veulent plus dépenser, puis d'autres qui veulent moins dépenser. Et donc, on se retrouve avec toutes sortes de dynamiques où le même partenaire peut être le plus ou le moins dans différentes sphères de la relation. Et donc, les postures ne sont pas en soi problématiques. Le fait qu'il y ait une différence n'est pas en soi le problème. Le problème, c'est comment je gère cette différence-là. Qu'est-ce que ça l'évoque pour moi d'être le partenaire qui a plus ou le partenaire qui a moins de désir? Est-ce que ça me pose problème d'être dans une ou l'autre des positions? Est-ce que si les rôles étaient inversés, j'aurais autant de difficultés que l'autre à gérer cette posture-là que si c'était l'inverse? Puis souvent, on sent que notre posture, soit le partenaire qui a plus de désir ou le partenaire qui a moins de désir, notre position est pire que celle de l'autre. Mais je vais vous expliquer que oui, il y a une différence dans chacune de ces postures-là, mais ils ont leurs propres enjeux qui sont autant difficiles pour un et pour l'autre. Donc, le partenaire, par exemple, qui a plus de désir, quelles sont ses difficultés ou ses enjeux? Eh bien, la personne qui a plus de désir, c'est souvent la personne qui initie davantage. C'est souvent la personne qui risque et reçoit souvent des refus.
Des refus qui peuvent être ressentis ou perçus du moins comme étant un rejet de sa personne, un rejet de l'amour, de l'affection, de la sexualité qu'ils veulent offrir, un refus de sa désirabilité, de ne pas être assez beau, de ne pas être assez belle, de ne pas être assez compétent en fait sexuellement, pas assez bon pour séduire, pas assez bon pour plaire à l'autre sexuellement, pour que l'autre s'intéresse à eux. Pourtant, eux autres, ils en ressentent du désir pour leur partenaire, ou du moins pour la sexualité. Et donc, eux, souvent, sentent un peu ce sentiment-là de frustration, d'injustice, parce qu'à toutes les fois, ou la majorité des fois, peut-être qu'eux tentent d'initier la relation sexuelle, ça ne fonctionne pas. Même quand ils tentent même de séduire puis de mettre un effort, ça ne fonctionne toujours pas. C'est souvent quand l'autre initie que ça fonctionne. Et donc, souvent, il y a ce sentiment-là d'injustice de, bien, ça fonctionne juste quand l'autre veut du sexe. Puis moi, je dois prendre du sexe quand l'autre en veut, puis même si j'en veux pas, mais je dois en profiter parce que je ne sais pas c'est quand la prochaine fois, je ne sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais pouvoir en avoir finalement. Donc, je prends ce qui passe, même si ça ne me tente pas nécessairement. Puis ça, malheureusement, c'est que ça donne aussi la piètre qualité de relations sexuelles qui vient avec accepter quand un ou les deux partenaires ont plus ou moins envie. Donc, le partenaire qui a plus de désir, c'est celui qui doit travailler justement le rejet. Il doit aussi travailler, ou elle doit travailler, la pression parfois qu'elle met sur l'autre. Donc, cette pression-là aussi, elle est inévitable. La pression de sentir qu'on ne répond pas au désir de l'autre. Donc, le partenaire qui a moins de désir a constamment une pression de devoir répondre en fait aux attentes, aux exigences, aux désirs, aux besoins sexuels de leur partenaire qui, eux, ne ressentent peut-être pas en même temps ou aussi fréquemment qu'eux. Puis il y a une culpabilité qui vient avec ça. Je ne suis pas un bon partenaire, je devrais sentir du désir. Pourquoi moi, ma sexualité ne fonctionne pas puis celle de l'autre fonctionne? Et ce n'est pas rare que la personne qui a moins de désir est associée à la personne qui est problématique. C'est souvent le patient identifié quand ils viennent en thérapie, par exemple. Parce que c'est elle qui a ou cette personne-là, en fait, a les symptômes associés à la difficulté qu'on a identifiée. Parce que la personne qui a du désir, ben, elle n'a pas de problème, elle est fonctionnelle, elle fonctionne, elle a son désir. Mais parfois, la personne qui a plus de désir, la manière qu'elle se présente, la manière qu'elle tente d'initier, de séduire, les bouderies, les conflits qu'elle apporte, les frustrations, la colère, la coercion parfois qu'on utilise, bien, ne met pas en fait cette personne-là dans une position de désirabilité. Donc souvent, la personne qui a plus de désir, il y a beaucoup d'enjeux qu'il faut aller travailler. De recevoir et d'accepter le non, que son partenaire ne répond pas à tous nos besoins et nos désirs. Mais certes, on peut s'attendre à ce que notre partenaire réponde à certains de nos besoins et désirs à l'égard de la sexualité. C'est une des raisons pourquoi les gens sont aussi en couple. Est-ce que c'est la seule raison? Non. Mais c'est certainement une raison importante et significative pour bien des gens. Et donc, la personne aussi qui a moins de désir doit aussi travailler à être capable de dire non, assumer le non, ne pas justement plier face à la frustration de l'autre partenaire, à plier face à la blessure que l'autre a, à plier parce qu'on a peur que l'autre nous quitte ou devienne infidèle. Et donc, la personne qui a moins de désir, malgré qu'elle a effectivement le contrôle sur la sexualité, parce que c'est le partenaire qui a moins de désir qui contrôle la sexualité, elle n'a peut-être pas nécessairement cette impression-là, cette personne-là, parce qu'en réalité, elle a l'impression qu'elle doit se forcer. Parce que si elle veut maintenir une certaine forme de satisfaction conjugale, relationnelle et sexuelle, bien, il faut qu'elle offre peut-être de la sexualité. Mais là, à chaque fois que j'ai une relation sexuelle que ça ne me tente pas, j'associe la sexualité à quelque chose qui n'est pas intéressant. Je ne me sens pas bien avec moi-même, je n'ai pas l'impression de maintenir mon intégrité. Je n'ai peut-être pas nécessairement l'impression que je me respecte non plus. Puis j'ai peut-être pas l'impression non plus que l'autre me respecte parce qu'il faut que je me force, il faut que je fasse quelque chose qui ne me tente pas. Puis ça, c'est jamais agréable. Et donc, ces dynamiques-là respectives de chacun des partenaires, plutôt que la différence reste relativement tolérable, les réactions négatives, malsaines, immatures par rapport à ça, commencent en fait à éloigner le couple de plus en plus. La personne qui en voulait moins en veut de moins en moins, et la personne qui en voulait plus en veut de plus en plus, parce qu'elle en a de moins en moins, fait qu'elle a l'impression qu'il y a toujours un vide à rattraper. Et les gens regardent beaucoup la fréquence, plutôt que peut-être la satisfaction, le plaisir qu'on en retire, la complicité, le nombre d'orgasmes qu'on a eu.
Et donc, quand on regarde quels sont les critères pour moi qui font en sorte que je veux ou pas une relation sexuelle, est-ce que je suis satisfait ou pas d'avoir une relation sexuelle, détermine beaucoup la satisfaction conjugale et sexuelle qu'on va avoir dans notre couple par rapport à chacune de ces positions-là. Puis parfois, ces positions-là changent dans la relation par rapport à la sexualité. Il y a quelqu'un qui a peut-être accouché, quelqu'un qui a perdu sa job, qui a des stress financiers, il y a un deuil important dans la famille ou un proche qui fait en sorte qu'on se sent moins bien, il y a des problèmes de santé mentale qui se présentent, la prise de médicaments qui fait en sorte que ça influence le désir sexuel. Et donc là, on réalise finalement que des fois, une position s'inverse. Parfois, au début de la relation, c'était peut-être partenaire A qui avait plus de désir, et là, les choses avancent, puis finalement, partenaire A moins de désir. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette dynamique-là? Quelles ont été justement la co-construction de la relation qui a fait en sorte que, il y a quelque chose qui a basculé? Est-ce qu'il y a des enjeux personnels par rapport à ça qui ont changé en fait le désir à travers les années que les gens étaient ensemble? Donc, qu'est-ce qui arrive souvent dans ces situations-là quand le partenaire qui a plus de désir et le partenaire qui a moins de désir ne gère pas bien en fait la différence de désir? Eh bien, on commence à avoir du sexe par pitié, du sexe par obligation. Puis, comme je disais tantôt, quand on a du sexe qu'on ne veut pas avoir, bien, c'est pas intéressant pour nous parce qu'on n'avait pas tant le goût. Et donc, on subit un peu la relation sexuelle. Le partenaire ou la partenaire qui en a plus, ne reçoit pas vraiment une sexualité avec quelqu'un qui est comme engagé, puis intéressé, puis qui a vraiment le goût d'être là. Fait qu'on le ressent, on mind map, on gauge en fait le désintérêt de l'autre. Et donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins intéressant. Si j'avais à vous demander avoir du sexe avec quelqu'un qui ça y tente versus avoir du sexe avec quelqu'un qui ça y tente pas, la grande majorité des gens vont te répondre « Je préférais avoir du sexe avec quelqu'un qui est vraiment intéressé ». Généralement, la majorité des gens sont plus satisfaits avec cette option-là. Par contre, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Je préfère avoir du sexe pas bon que de pas de sexe pantoute ». Et c'est justement là le problème, en fait, c'est que quand souvent le partenaire qui a plus de désir dit quelque chose comme ça, mais ça n'aide pas sa situation. Ça ne fait pas en sorte que l'autre se sent réellement considéré, que son plaisir et sa satisfaction est vraiment importante pour le partenaire ou la partenaire qui a moins de désir. Et donc là, quand on réalise, OK, il ne faudrait peut-être pas faire ça. Puis là, qu'est-ce qui arrive aussi avec les années, c'est qu'on met beaucoup d'accent sur la performance, sur donner un orgasme à un et à l'autre. Mais si je suis trop centré là-dessus, ça fait en sorte que je fais toujours aussi les mêmes choses. Je fais les choses qui fonctionnent pour donner un orgasme à l'autre. On n'aime pas trop sortir de notre zone de confort, surtout en tant qu'adulte dans notre sexualité. Et donc, on fait les choses qui fonctionnent, généralement relativement rapidement, et qui donnent le plus de sensations possibles. Mais à un moment donné, on se lasse un peu de faire les mêmes choses. Et quand on fait toujours les mêmes choses, bien, la routine embarque. La routine embarque fait en sorte qu'on perçoit la redondance. La redondance fait en sorte qu'on est moins enivré par avoir une relation sexuelle. Le manque d'enivrement fait en sorte qu'on initie moins souvent. Le fait qu'on initie moins souvent commence à créer des tensions puis des frustrations chez un et chez l'autre, selon la position qu'on est dedans. Puis ces frustrations-là font en sorte que là, on tombe vers peut-être du sexe par pitié, on le fait quand ça ne nous tente pas, on sent que l'autre, ça ne tente pas. Et puis finalement, un problème qui était, somme toute, relativement simple est devenu ultra complexe, où parfois on se rend jusque, comme je disais plus tôt, à de l'amertume et du ressentiment. Et tout ce melting pot-là, il faut tout le défaire en fait, après plusieurs années justement d'avoir co-construit cette dynamique-là. Et c'est ça ici qu'il faut venir défaire. C'est tous ces comportements-là que tout le monde fait en fait. Presque tout le monde qui vient de me voir parle toujours qu'ils ont les mêmes stratégies. Parfois, on a la stratégie de OK, le partenaire qui a plus de désir va arrêter d'initier la sexualité, puis le partenaire qui a moins de désir va le faire plus. Puis finalement, cette stratégie-là ne fonctionne pas plus non plus parce qu'il y a quand même la pression. On a l'impression que si le partenaire qui a plus de désir arrête d'initier, la pression va disparaître. Mais l'affaire, c'est que le partenaire qui a moins de désir est très au courant que l'autre a encore un désir puis qui est juste en attente que l'autre initie. Fait que ça met quand même la pression de faire quelque chose. Un des mythes qu'on a souvent, c'est que la sexualité, c'est supposé d'être normale et naturelle. Mais ce n'est pas naturel, dans le sens où, oui, c'est bien,
oui, ce n'est pas un péché comme on avait tendance à le faire, à le dire dans le passé, puis que malgré qu'on ne le dit plus, on adhère quand même dans nos mœurs par rapport à ça, puis qui crée parfois encore des blocages aujourd'hui. Mais le désir sexuel, ce n'est pas quelque chose qui arrive spontanément. Oui, parfois, on va avoir une shot d'hormones, on va avoir un désir de sexe, puis parfois, il y a des différences justement entre les hommes et les femmes par rapport à ça. Mais c'est les gens qui vont construire leur désir, qui vont l'alimenter à travers la séduction, qui vont faire en sorte qu'ils vont continuer à investir une sexualité et une relation de qualité. Il y a des gens qui vont séduire de façon affective, romantique, avec la tendresse, puis aussi de façon sexuelle, avec des regards coquins, des touchés qui font allusion à la sexualité, des sextos, des allusions justement à une future relation sexuelle, puis que chaque partenaire est dans la réception de ça. Créer leur désir et créer le désir de l'autre. Mais si on ne fait rien de ça, puis on fait juste initier, cogner à la porte de l'autre, demander pour du sexe, mais pas vraiment en offrir, d'en donner, mais pas vraiment rien recevoir en retour, c'est sûr que ces dynamiques-là font en sorte que ça finit par mourir un peu dans l'œuf, puis on ne trouve pas la satisfaction pour personne. Et là, les frustrations, l'amertume commencent à monter et créent de plus en plus de problèmes dans la relation. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place de tomber dans toutes ces dynamiques-là? Mais premièrement, il faut vraiment se recentrer sur la base de à quoi ça sert la sexualité. Pourquoi est-ce que je veux avoir du sexe avec mon ou ma partenaire? Principalement, pour la majorité des gens, c'est d'avoir du plaisir. C'est d'avoir une satisfaction, une complicité, souvent émotionnelle, relationnelle, psychologique et aussi physiologique. Parce que ça nous donne des sensations très agréables. Mais si je suis juste centré sur les sensations physiquement agréables, puis que je n'ai pas investi l'aspect relation dans relation sexuelle, bien, je passe à côté d'une sexualité beaucoup plus significative. Est-ce que, par exemple, vous avez arrêté de vous embrasser pendant les relations sexuelles parce que les baisers, finalement, ne sont pas si intéressants que ça? Il y a quelque chose dans les baisers qui est communiqué, qui fait que c'est moins intéressant. Qu'on ne se regarde plus ou qu'on ne s'est jamais regardé peut-être dans les yeux, surtout longuement. On fait toujours un peu la même chose, hein? On suit le schéma, le script linéaire de s'embrasser, toucher les seins, tripoter un peu les fesses, caresser le corps de l'autre, aller vers les organes génitaux, préparer pour la pénétration et aller vers la pénétration. Puis que cette ligne-là, en fait, elle n'est pas intéressante. C'est quand la dernière fois que vous avez peut-être amené une variété, mais une variété significative. Pas juste j'ai changé de position, parce que changer de position, si je la fais avec la même énergie et la même vibe que l'autre position qu'on fait tout le temps, bien, je fais encore l'amour de la même façon. C'est juste prendre sa télé puis la mettre de côté dans le salon pour écouter le même épisode de télé. Donc, il faut vraiment réintégrer en fait l'aspect de plaisir. Qu'est-ce qui, moi, m'amène du plaisir? Qu'est-ce qui amène du plaisir et une satisfaction chez mon partenaire? Au-delà de juste avoir un orgasme. Bien des gens, en fait, me décrivent que leur critère de satisfaction, c'est que chacun des partenaires ont eu un orgasme. OK, c'est vrai que c'est le fun un orgasme, mais ça dure entre 6 à 20 secondes. Sur la relation sexuelle qui a peut-être pris entre 5 à 10 à 15 à 20 minutes pour certaines personnes, qu'est-ce qui s'est passé avant ces 6 secondes-là à la fin? Est-ce qu'il était vraiment intéressant, plaisant pour les deux partenaires, qu'on s'est sentis ensemble, qu'on s'est considérés mutuellement, qu'on a eu des moments de complicité, qu'on s'est regardé, qu'on s'est embrassé avec intérêt et tendresse, romantisme, passion, fougue, rough, lent, vite, peu importe c'est quoi votre style, mais est-ce qu'on l'a fait avec oomph? Ou au contraire, on allait through the motion, comme on dit. On faisait ce qu'on était supposé de faire. Mais on n'a pas vraiment plus investi les aspects relationnels, émotionnels et psychologiques. Puis quand je dis relationnel, émotionnel et psychologique, c'est pas juste affectueux, romantique. Ça peut être très cochon, ces éléments-là aussi. Ça peut même être pornographique si c'est le genre de choses que vous voulez apporter puis qui vous amène du plaisir. Ou peut-être qu'il faut dialer down l'aspect pornographique. Ou peut-être on veut sortir de l'aspect juste romantique, en fait, puis on va aller vers quelque chose de plus sexuel. Ou peut-être qu'on est trop dans le sexuel, puis il faut aller vers quelque chose de plus dans la tendresse, puis plus dans l'affection, puis plus dans le romantisme. Ça va être à vous de déterminer quel script peut-être qu'il faut commencer à intégrer.
Mais principalement, c'est de se questionner qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, qu'est-ce qui fait plaisir à moi, puis est-ce qu'on trouve complicité là-dedans? Puis peut-être que vous allez dire, ouais, mais avec les années, on a réalisé qu'on n'avait pas tant de complicité que ça, que finalement, lui, il aime faire ça, moi, j'aime faire ci, puis on ne se rejoint pas. Lui, il veut une sexualité comme ça, moi, je veux une sexualité comme ci. Mais là, c'est de se questionner, mais pourquoi peut-être vous avez ces différences-là? Pourquoi vous avez choisi ces préférences-là? Pourquoi lui ou elle a choisi ces autres préférences-là? Parce que notre sexualité, elle se construit et elle évolue aussi. Est-ce que vous avez vraiment essayé de rentrer dans le monde de l'autre, de comprendre qu'est-ce qu'il aime, puis qu'est-ce que vous pouvez aller chercher de ça? Est-ce que vous avez l'impression que l'autre est rentré dans votre monde à vous? Ou est-ce que vous avez l'impression que c'était beaucoup transactionnel? Regarde, moi, je veux faire l'amour, puis toi, tu veux baiser. Fait que, regarde, d'un fois, on va baiser, d'un fois, on va faire l'amour, mais quand on va le faire, il y en a juste un qui va profiter à la fois. Des fois, c'est mon tour, des fois, c'est ton tour. Mais c'est pas dans hey, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baise ensemble ou est-ce qu'on fait l'amour ensemble? Est-ce qu'on fourre ou est-ce qu'on fait ça fleur bleue, puis super romantique, puis long, puis tendre? Est-ce qu'on fait une petite vite ou on prolonge ça durant la soirée? Et donc, la séduction, le build-up vers la relation sexuelle, c'est ça qui va créer en réalité le nouveau script sexuel. Mais si je fais juste gager la relation sexuelle ou j'évite de toute façon possible les avances de l'autre pour qu'il comprenne que ça ne me tente pas sans que je le dise et que je l'assume réellement, bien c'est sûr que ça va rendre ça plus difficile. Parfois, les gens, ils vont garder leurs jambes plus serrées pour rendre ça plus difficile pour l'autre. Ils vont embrasser de façon sec ou trop mou pour démontrer un désintérêt ou pour rendre ça inintéressant pour l'autre. Pour que la prochaine fois, peut-être qu'il ne va pas initier puis ça ne tentera peut-être pas à elle ou lui de le faire. Ou au contraire, on a décidé qu'on allait s'investir. On allait redevenir des teammates par rapport à ça, puis on va arrêter d'être deux merchants qui essaient de se vendre en fait leurs produits, mais que personne ne veut acheter le produit de l'autre. On va arrêter d'être des combattants qui essayent de s'imposer dans notre sexualité, puis comment on veut que les choses se passent, puis que juste se chicaner par rapport à la vaisselle, puis à ci, puis les enfants, puis l'organisation, puis les beaux-parents, puis les finances, puis etc. Fait que là, ce creux-là, sexuel et relationnel, comme je le dis depuis le début, c'est une opportunité qui est devant vous. Vous avez le choix de dire, OK, this is the picture, ça là, c'est avec quoi qu'il faut gérer, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui m'appartient, puis qu'est-ce qui appartient à toi? Moi, je vais prendre ce qui m'appartient, toi, prends ce qui t'appartient, puis on va faire teammate là-dedans. On va développer une alliance collaborative. On va sortir de notre alliance combative. Ou on va sortir de notre alliance collusive. On fait semblant que le problème n'est pas vraiment là, on n'en parle pas vraiment. On a de la bonne communication, mais on ne parle pas des problèmes qui sont vraiment significatifs. Ça, c'est une autre dynamique que je vois souvent. Les gens qui viennent me dire ah, on a une belle communication, on s'entend bien, puis on parle bien de nos conflits, mais on ne sait pas pourquoi on ne fait pas l'amour. Mais souvent, ces gens-là, si vous reconnaissez là-dedans, c'est souvent des gens qui ne parlent pas, en fait, en profondeur des réels problèmes sous-jacents. Souvent, il y a des frustrations qui ne sont pas du tout nommées parce qu'on gère mal les conflits, on gère mal l'intensité qui vient avec mettre en évidence un différend important dans notre couple. Et donc, il faut changer ça. Il faut être capable d'ouvrir en fait notre intimité et plonger dans quelque chose qui, initialement, va être inconfortable, mais cet inconfort-là initial va nous amener à la prochaine étape de notre relation. Mais oui, c'est chiant, c'est pénible, c'est pas agréable. Mais vous avez le choix de rester dans le statu quo et de détériorer la situation de plus en plus, comme j'en ai dit, comme j'en ai parlé tantôt, où vous dites, on prend ça en main, je prends ça en main, je prends mes responsabilités, on fonce par rapport à ça, puis on va améliorer notre relation. Qu'est-ce que vous voulez choisir par rapport à ça? Donc peut-être que vous dites, « Hey François, on a déjà essayé, ou je suis comme épuisé, ça ne me tente plus d'essayer. Moi, j'ai fait des choses, là, je veux que l'autre fasse des choses. » Est-ce qu'on peut vraiment changer cette situation-là? Est-ce que ça va être long à changer? Est-ce qu'on a vraiment peut-être des années de thérapie à faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, premièrement, c'est vraiment de se confronter soi-même, puis de regarder quels sont mes comportements néfastes à moi qui font en sorte que je perpétue cette dynamique-là. Fait qu'il faut arrêter de regarder c'est quoi la faute de l'autre, en premier. Éventuellement, on peut aborder les problèmes qu'on voit peut-être chez l'autre. Mais avant même de critiquer l'autre, il faut que je me dise, moi, qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je dois faire si je veux me sortir de ça? Premièrement, il faut vraiment regarder, est-ce qu'il y a des conflits externes à la sexualité qui ont besoin d'être travaillés, qui nuisent en fait à notre sexualité, à mon désir pour mon partenaire ou ma partenaire? Est-ce qu'il y a des choses dans notre sexualité aussi qui font en sorte que j'ai peut-être jamais nommé ou que quand je les nomme, je suis comme un peu fâché puis j'ai pas de réceptivité de l'autre puis je le fais de façon désagréable, que je coupe la parole, que je tente de m'imposer, que je me défends, je me justifie, mais je ne me regarde pas vraiment dans le miroir par rapport à ces choses-là? Est-ce qu'il y a de la routine, un manque de variété? Est-ce que je communique clairement, verbalement, ce que je pense et que je ressens vraiment dans ma sexualité? Ou au contraire, je préfère le communiquer de d'autres façons, que ça va passer d'une autre manière plus subtile, que l'autre va comprendre, mais qui n'a pas le même impact et qui ne permet pas non plus une discussion, un dialogue sur ces situations-là. Et c'est là que moi, justement, je peux aller vous aider avec mon programme Raviver le désir. C'est d'aller comprendre, en fait, comment le désir sexuel fonctionne. C'est quoi les étapes dans une relation à long terme de comment le désir sexuel se transforme, se change et crée le creux sexuel, mais finit par s'améliorer. Comment notre intimité, notre attachement, notre capacité d'engagement émotionnel envers l'autre, nos dynamiques relationnelles, notre difficulté à gérer des conflits et à aborder des sujets qui sont difficiles. Le programme fait le tour, en fait, de tous ces enjeux-là. Et aussi, je vous amène à faire des activités qui travaillent votre intimité, à explorer, en fait, qui vous êtes en tant qu'homme, en tant que femme, vos capacités à séduire, votre confiance, votre estime personnelle par rapport à la sexualité, d'être plus assertif, d'être plus séduisant, d'être plus séduisante, d'être plus désirable, de changer complètement votre concept, en fait, de comment est-ce que je devrais rentrer dans la relation sexuelle. Quels devraient être mes objectifs, mes intentions, mes buts, mes attentes? Parce que souvent, quand je regarde ce qui se passe dans la tête des gens, leur dialogue sexuel, que moi j'appelle, je réalise que c'est des gens qui ne sont pas bien avec eux-mêmes pendant la sexualité. Puis des fois, on n'y porte pas trop attention parce qu'on est tellement fixé sur avoir l'orgasme, finir la relation sexuelle ou pas rendre ça trop pénible pour l'autre, qu'on n'est pas vraiment attentionné à tout notre stress, notre insécurité puis notre mal-être pendant la sexualité. Mais je peux quasiment vous garantir que vous en avez. Puis que ces mal-être-là, qu'ils soient par rapport à votre image corporelle, votre sentiment de compétence, le besoin de vous prouver ou d'aller chercher de la valorisation ou de la validation de votre partenaire, votre mal-être avec être touché, caressé, à être nu, à être vulnérable, à être plus intime, à vous dévoiler dans votre sexualité. Ce sont tous des embûches à votre plaisir et votre satisfaction. Et c'est exactement ce que le programme vous propose d'aller travailler. En 3 segments. Donc, le premier, c'est vraiment le désir et l'importance de la séduction et de créer, en fait, le désir sexuel relationnel. Ensuite, on regarde quelles sont tous les dynamiques conjugales au quotidien qui font en sorte que ça vient influencer la sexualité. Parce que si on a des mésententes au quotidien par rapport aux enfants, ou la discipline, ou l'argent, ou mettre la vaisselle, ou comment faire la vaisselle, ou comment faire le ménage, ou combien de fois il faut faire le ménage, bien, ça va influencer la sexualité. Ensuite, on va regarder quels sont les enjeux dans la sexualité qui vous limitent par rapport à être pleinement épanoui. Est-ce qu'il y a une routine sexuelle? Est-ce qu'il y a un manque de variété? Est-ce que vous ne voulez pas vous sentir justement incompétent puis que ça limite une exploration plus importante? Est-ce qu'on est trop dans la performance et pas assez dans la présence sexuelle et le plaisir? Je suis trop axé sur les aspects physiologiques, mais pas assez sur les aspects relationnels. Est-ce que je fais toujours un peu la même chose dans ma sexualité, pas juste au niveau des pratiques, mais de l'énergie que j'amène? Que je suis toujours le gars fin et tendre, mais jamais un peu plus rough. Que je suis la fille qui est toujours bien rough, puis bien intense dans sa sexualité, mais qui n'est pas capable d'aller dans des affaires plus affectives, plus amoureuses. Donc, c'est là qu'on va aller voir c'est quoi vos limites individuelles, comment vous avez co-construit ça dans votre couple, pourquoi peut-être ça fonctionnait auparavant, mais qu'avec les années, votre sexualité est devenue de moins en moins intéressante. Et puis finalement, la 3e partie du programme, c'est vraiment de regarder quelles sont les choses qui vont vous permettre de travailler votre intimité et d'aller plus en profondeur.
quelles sont les choses qu'on doit regarder à l'égard de votre équilibre émotionnel? Est-ce que vous êtes assez solide, mais aussi assez flexible sur comment vous vous percevez sexuellement? Est-ce que vous êtes capable de vous réconforter par vous-même? De gérer vos propres insécurités et de ne pas vous appuyer sur l'autre pour qu'il règle votre difficulté par rapport à la sexualité? Est-ce que vous êtes capable de ne pas être trop réactif, vous grounder et réfléchir avant de réagir? Est-ce que vous êtes capable aussi de tolérer un certain degré d'inconfort? Puis ce d'inconfort qui va nous mener à améliorer la sexualité. Parce qu'en tant qu'adulte, on a appris qu'il fallait rester dans cette zone de confort-là. Et c'est ça souvent le discours qu'on dit. Pour que la sexualité progresse, il faut se sentir en sécurité. C'est pas vrai. Pour qu'on progresse dans sa sexualité, en réalité, il faut être prêt à vivre un certain niveau d'inconfort. Et ce n'est pas l'autre qui va nous procurer ce sentiment-là de sécurité, c'est à nous de nous le procurer. Et donc, je ne limite pas ma sexualité, mon intimité, ma vulnérabilité en fonction de ce que l'autre m'offre. Je vais là où je peux aller selon mes propres capacités. Et là, je retrouve tout le pouvoir, en fait, à améliorer ma sexualité quand je me redonne cette responsabilité-là plutôt que de reposer sur l'autre. Ça ne veut pas dire que l'autre ne peut pas être soutenant, aidant dans ce cheminement-là. Parce que vous allez peut-être devoir aussi aider et cheminer avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas collaboratif ensemble, mais ce n'est pas l'autre qui applique la solution. Ce n'est pas l'autre qui vient me protéger de mes insécurités. C'est moi qui apprends à me réconforter et à tolérer l'inconfort pour aboutir à un objectif, une attente, une sexualité beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus plaisante pour tout le monde dans le couple. Donc, si vous ne faites rien par rapport à ça, vous allez vous retrouver à continuer à avoir du sexe par pitié, à développer de l'amertume, à augmenter les conflits, non seulement par rapport à la sexualité, mais par rapport à d'autres choses. Parce que quand on est insatisfait dans la sexualité, ça a cet effet-là d'infecter d'autres choses. On devient moins tolérant. Puis des fois, c'est l'inverse. Des fois, on a des conflits à l'extérieur de la sexualité, puis ça commence à s'envenimer vers la sexualité, puis on devient moins tolérant par rapport à la sexualité. On peut aussi se dire, quel modèle qu'on veut laisser aussi à nos enfants, pour ceux qui en ont. Souvent, ça, c'est une des raisons qui motive les gens de « Hey, l'exemple qu'on donne à nos enfants de c'est quoi être un couple, c'est peut-être pas le modèle que je veux laisser. » Parce que je peux vous garantir que l'éducation sexuelle que vous léguez à vos enfants, ce n'est pas celle avec laquelle vous avez eu un dialogue avec eux autres sur le bord d'une table sur se protéger, sur accepter son corps, sur la masturbation, puis de faire ça dans sa chambre, etc. Non, non, non. C'est qu'est-ce que vous faites entre vous. Est-ce que vous êtes des parents qui sont tendres, qui savent comment se chicaner adéquatement, de façon mature? Est-ce que vous êtes des parents qui démontrent justement une certaine forme de sexualité où on se séduit, sans être déplacé, mais que vos enfants peuvent voir que, hey, mes parents, clairement, il y avait une vie sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent vous entendre avoir des relations sexuelles, mais ils voient qu'il y a une forme de vibe sexuelle entre vous. Vous êtes des gens qui sont allumés à ce niveau-là. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez laisser à vos enfants. Et puis, si vous n'en avez pas des enfants, mais dites-vous, quel genre de couple que je veux avoir? Qu'est-ce qui va me rendre, moi, satisfait? Est-ce que je veux juste mettre ça en dernière des priorités? Je suis dépassé par tout le reste. François, je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Mais l'affaire, c'est que ne pas s'occuper de ça aussi, ça met parfois une lourdeur par rapport à toutes les choses. Que quand on s'entend bien dans son couple, quand on a une bonne entente sexuelle, quand on a une satisfaction sexuelle de part et d'autre pour les deux ou les trois partenaires, si vous êtes dans un couple non monogame ou un trouble, eh bien, ça fait en sorte que le reste aussi devient plus léger. Que quand le reste est léger, la sexualité devient plus légère aussi. Mais un n'a pas nécessairement un effet sur l'autre immédiat. Des fois, il faut travailler les deux éléments séparément, de façon distincte pour aller travailler ces enjeux-là. Puis peut-être que vous êtes découragé face à ça. Ça se peut. Mais si vous ne faites rien, ça va juste être encore plus décourageant plus tard. Et si vous êtes ici, à ce webinaire-là, c'est parce qu'il y a une partie de vous qui veut que ça change. Vous avez le désir que ça aille mieux. Vous êtes en train d'aller chercher des ressources pour améliorer la situation. Et donc là, c'est de faire le prochain pas. Puis c'est ça, en fait, que le programme vous propose. Là, je vous ai parlé de beaucoup de choses, puis ça peut avoir l'air qu'il y a beaucoup de choses à travailler. Mais on va y aller étape par étape à travers le programme.
Le but, c'est de vous donner justement espoir, une certaine fierté à chaque changement que vous apportez. C'est d'arrêter de regarder le produit final, puis de regarder en fait chaque étape qu'on fait, comment ça améliore notre sexualité. C'est de voir de façon un peu quétaine le chemin, hein? Le voyage est plus important que la destination. Puis c'est cette destination-là qui fait en sorte que notre sexualité, elle est vraiment intéressante. Qu'on peut regarder en arrière puis dire « Hey, check qu'est-ce qu'on a accompli, check qu'est-ce que j'ai accompli ». On était vraiment dans un endroit où c'était insatisfaisant. Puis j'ai beaucoup de gens qui vont dire « Hey, on n'aurait jamais pensé qu'on se serait rendu aussi loin. On n'aurait jamais pensé qu'on aurait pu vivre une sexualité encore plus satisfaisante que qu'est-ce qu'elle l'était au début de notre relation. » Puis c'est sûr que moi, je ne peux pas vous garantir ces résultats-là. C'est vous qui allez devoir mettre les efforts pour arriver à ça. Moi, je suis là pour vous accompagner, pour vous montrer quel est peut-être le meilleur chemin à prendre, quelle serait peut-être la meilleure décision et les meilleurs comportements pour vous amener vers une sexualité plus intéressante. Mais vous avez une part de responsabilité là-dedans. Vous avez un effort et cet effort-là, elle est nécessaire dans n'importe quelle chose qu'on fait. Que ce soit au travail, que ce soit avec nos enfants, que ce soit pour maintenir le sentiment amoureux ou que ce soit pour maintenir le désir sexuel, il faut s'impliquer. On n'a pas des choses gratuites dans la vie. Oui, l'amour, c'est financièrement gratuit. La sexualité, c'est financièrement gratuit. Mais si on va avoir une bonne sexualité, si on va avoir un couple qui est satisfaisant puis qui perdure, puis qu'on a 60, 80 ans, puis qu'on est avec notre partenaire, puis on est vraiment satisfait, mais les gens qui se rendent là, c'est les gens qui ont choisi de mettre un effort. Puis ceux qui abandonnent, bien, restent parfois dans cette relation-là, mais ne sont pas satisfaits. Ou des fois, ça mène à des infidélités. Des fois, ça mène à des ruptures. Puis comme les gens, des fois, n'ont pas travaillé, en fait, leurs difficultés relationnelles et sexuelles, se retrouvent quelques années plus tard avec les mêmes enjeux avec un autre partenaire. Et donc là, vous avez l'opportunité de travailler ces choses-là, d'aller plus loin dans votre personne, dans votre croissance personnelle. Donc, c'est à vous de choisir, d'aller de l'avant, puis de mettre en branle les changements qui sont nécessaires pour arriver aux fins que vous souhaitez avoir et ressortir de ça avec une fierté, une bonne estime, une bonne confiance, puis avoir l'impression qu'on a fait ça en collaboration avec son partenaire. Imagine-toi que tu peux embrasser ton partenaire, puis c'est juste agréable, que tu n'as pas besoin de recevoir ou de donner un bec de canard pour recevoir un refus ou donner un refus. Qu'on peut tout simplement se caresser la cuisse puis qu'on ne sent pas une tension ou un stress de « Ah, vas-tu l'accepter? Vas-tu le prendre? Ah, comment je dis non? Ça ne me tente pas. OK, là, mon désir doit monter. » Mais que je peux juste apprécier le toucher. Que l'autre peut me prendre par en arrière puis je vais juste fondre en fait dans les bras de l'autre parce qu'on s'aime puis on s'apprécie puis on se désire. Qu'on peut aller se coucher le soir en même temps que notre partenaire parce qu'on ne veut pas éviter que l'autre fasse son approche, fait qu'on va se coucher un peu plus tôt que l'autre. Ou on se grouille d'aller se coucher avant l'autre pour pouvoir faire notre move. Mais qu'on n'est pas certain si l'autre va dire oui ou non, mais on essaye quand même. Qu'au quotidien, on se séduise, on se regarde, on se fait des allusions sexuelles, qu'on démontre des signes de tendresse, qu'on s'embrasse langoureusement, affectueusement, sexuellement, que je peux pogner une fesse puis que ça soit apprécié, puis que je l'apprécie. Que je sens que je suis capable de regarder mon partenaire dans les yeux, puis que je sens toute, en fait, notre connexion, notre complémentarité, puis notre complicité dans ce regard visuel-là pendant qu'on est en train de faire l'amour. Que j'ai plus besoin de détourner le regard parce que je sens le désintérêt de mon ou ma partenaire pendant la sexualité. Que je veux détourner le regard parce que je suis plus capable que mon partenaire ou ma partenaire m'utilise dans la sexualité. Quel scénario parmi ceux-là préférez-vous avoir? Que quand vous sortez justement en public, vous n'avez pas l'impression, ou avec vos amis, vous n'avez pas l'impression que vous êtes le seul couple qui n'a pas de sexualité, puis qui a une piètre sexualité inintéressante, puis vous avez l'impression que tout le monde a une meilleure sexualité que vous. N'aimeriez-vous pas être justement ce couple-là qui sort avec leurs amis, sans vouloir se vanter, mais de juste être content, satisfait? Qu'on est les seuls qui ne font pas des petits commentaires passifs-agressifs dans des soupers de couple sur comment on est insatisfait dans notre relation conjugale. Qu'est-ce que vous autres aimeriez être en réalité?
quelles sont peut-être les barrières pour vous à vous investir dans cette démarche-là? Est-ce que c'est vraiment les bonnes raisons de ne pas le faire? Est-ce que c'est juste une question, effectivement, de changer sa perception pour vous motiver puis aller de l'avant? Ça serait quoi, justement, le sens que vous pourriez donner à mettre ces efforts-là, à améliorer votre sexualité? Qu'est-ce que vous allez en retirer? Puis, est-ce que ça aussi, c'est une bonne raison? Est-ce que c'est vraiment une raison motivante? Versus, par exemple, je ne veux pas que mon chum me trompe. Je ne veux pas que ma blonde me laisse. Oui, ce sont des raisons qui sont valables. Mais si je le fais juste pour retenir l'autre, ce qui va arriver, c'est que je vais faire les efforts jusqu'à temps que je sens qu'il n'y ait plus la menace. Versus si j'ai une motivation qui dit hey, moi, là, même si j'ai moins de désir que mon partenaire, j'aimerais ça avoir plus de plaisir. Pas nécessairement plus de désir, mais juste plus de plaisir, plus de satisfaction. J'aimerais bien m'entendre avec mon ou ma partenaire dans notre sexualité, dans notre couple. Et donc, je peux avoir une panoplie de motivations, mais est-ce que ce sont les motivations qui vont vraiment m'amener à faire un changement significatif puis qui va perdurer? Ou c'est juste une motivation qui fait en sorte que je vais faire un peu d'effort, puis quand je vais réaliser que la menace, elle est moins là ou que ce n'est pas problématique, je vais juste abandonner. Est-ce que les motivations de ne pas le faire, c'est des excuses que je me donne parce que je ne veux pas vraiment mettre les efforts. On n'a pas le temps, on est surchargé, ce n'est pas la priorité dans notre couple en ce moment, etc. On a d'autres chats à fouetter, blablabla. Bla, bla, bla. Mais c'est quand qu'on va peut-être se rendre à cette situation-là? Est-ce qu'on évite, on se donne toutes sortes de raisons, d'excuses de ne pas le faire parce que justement c'est confrontant, parce que c'est difficile peut-être. Ça ne nous tente pas d'aller jouer dans ces bébites-là. Mais c'est quoi le prix de ne pas aller jouer dans ces bébites-là? Est-ce que vous êtes prêt à vivre avec les conséquences de ne pas aller là? Parce que comme je l'ai dit depuis tantôt, c'est rare que ça s'améliore quand on ne change pas la situation. C'est rare que ça reste neutre quand on n'aborde pas cette situation-là. Alors, si vous êtes intéressé à apporter un changement dans votre couple, pour vous-même, pour votre conjoint ou votre conjointe, je vous propose justement le programme Raviver le désir sexuel. Je vous l'ai présenté tantôt. Il y a différentes étapes à travers que vous pouvez faire pour aller de l'avant. C'est un programme qui va étape par étape, qui vous permet justement de travailler ces enjeux-là. Il y a plusieurs questionnaires qui vous font réfléchir par rapport à vous-même et des questions qui vont susciter le dialogue entre vous et votre partenaire par rapport à la situation. Vous pouvez même suivre en fait le programme seul si vous sentez que votre partenaire n'est pas nécessairement collaboratif en ce sens-là. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous commencez à réfléchir, si vous commencez à réfléchir par rapport à ça, puis que vous commencez à changer des comportements, que vous prenez une position différente dans votre relation, ça va nécessiter que votre partenaire prenne aussi une décision par rapport à ces changements-là que vous êtes en train d'amener. Donc, idéalement, on veut avoir un partenaire qui est collaboratif dès le début puis qui embarque avec nous. Mais ce n'est pas impossible de changer la situation, que vous soyez le partenaire qui a plus de désir, que vous soyez le partenaire qui a moins de désir, ou que vous soyez deux partenaires qui ont plus de désir ou peu de désir l'un envers l'autre, vous avez la possibilité de changer la dynamique seul. Mais ça va nécessiter effectivement d'interagir avec votre partenaire éventuellement par rapport à ça. Et quand vous allez commencer à interagir, l'autre personne va devoir se positionner par rapport à ces enjeux-là. Puis la manière que je vais vous montrer comment le faire, ça va davantage susciter, sans le garantir, mais ça va davantage susciter les opportunités et la probabilité que l'autre devienne collaborant avec vous par rapport à ça. Parce que c'est rare les gens qui vont mal réagir quand on veut améliorer aussi leur propre sort dans la situation. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez justement vous procurer le programme. Il est disponible sur notre site Internet. Vous allez aussi recevoir un courriel dans les prochains jours pour vous le présenter, pour y avoir accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en nous écrivant à info@lesexologue.ca. Vous pouvez aussi aller sur notre site Internet, lesexologue.ca. Il y a aussi notre blog qui a toutes sortes d'articles sur ce que je viens de parler. Si vous voulez un peu des résumés là, de différents concepts qu'on a parlé, vous voulez commencer déjà votre réflexion par rapport à tout ça. Mais n'hésitez pas d'aller chercher de l'aide et de commencer à changer ces dynamiques-là pour votre propre bien-être, votre propre santé mentale et votre propre satisfaction
conjugale, personnelle et sexuelle.